rapporté, mais le drame se produit lorsque l'arbre tombe sur la route et qu'effectivement les sapeurs-pompiers n'ont pas eu le temps de le dégager et qu'un véhicule arrive. C'est ce qui s'est produit malheureusement sur cette commune de Prévencagne. Et que pouvez-vous nous dire sur l'état du réseau électrique, sur l'état du réseau ferré aussi, sur les routes? Sur le réseau ferré, nous avons eu un incident sur un TGV qui a été arrêté en pleine voie. Heureusement, le conducteur a pu s'arrêter à temps, a fait une marche arrière et cela n'a pas nécessité d'évacuation du TGV. Donc les choses ont été parfaitement contrôlées par la SNCF et l'Hélice a dû effectivement procéder à des coupures préventives. Mais les informations qui nous arrivent aujourd'hui, la tempête étant passée, font que pendant la nuit, le courant devrait être rétabli. Merci beaucoup Olivier Michou d'avoir été en direct ce soir avec nous. Je rappelle ce bilan après ces intempéries, 2 morts, un homme qui était donc en quad et qui a été percuté par un arbre sur une route en Mayenne, et puis un garçon de 12 ans qui est mort après, là aussi, la chute d'un arbre dans le Tarn-et-Garonne, alors que l'on voit ces agents au service pour essayer de déblayer les rues de Paris avec énormément de chutes d'arbres, une quarantaine d'arbres qui ont été arrachés à Paris selon un bilan des sapeurs-pompiers. On vous retrouve d'ailleurs dans les rues de Paris, plus précisément porte d'Auteuil me semble-t-il. Jérémy Brossard, racontez-nous, montrez-nous à quoi ressemble l'environnement autour de vous. Vous le voyez sur ces images de Sébastien Rioux, c'est impressionnant, et dans beaucoup de boulevards, beaucoup de rues de Paris, il y a ces scènes avec ces branchages, parfois même ces troncs qui sont tombés au sol, et des équipes d'ores et déjà mobilisées pour faire en sorte que la circulation reprenne ses droits. On va aller voir Thierry qui a dirigé ces opérations. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. Racontez-nous votre soirée, vous avez été mobilisé à quelle heure et dans quelles conditions? À peu près vers 20h pour des arbres qui étaient tombés, notamment ici à la porte d'Auteuil où il y a une dizaine d'arbres qui sont tombés. Boulevard Exelmans, il y en a une cinquantaine. Nous sommes tous membres de l'astreinte bûcheron, chargés d'assurer la sécurité des biens et du public 24 heures sur 24, 365 jours par an, en dehors des heures de fonctionnement du service. Combien de personnes sont mobilisées ce soir sur Paris? Là, on est mobilisés, on est 12 dans l'astreinte, on est 8 à être mobilisés. Mais je crois que c'est largement insuffisant au vu des dégâts. Vous aviez déjà vu ça dans votre carrière? Moi j'ai connu la tempête de 99, la célèbre tempête de 99 où c'était pire, bien sûr. On n'est jamais à l'abri d'une récidive, mais un phénomène comme celui-ci est quand même assez exceptionnel, oui. Votre programme, vous allez travailler toute la nuit, comment ça va se dérouler ces prochaines heures? Notre mission, c'est de dégager les axes routiers pour permettre la circulation automobile dès demain matin, parce que le flot des véhicules va s'amplifier, et d'assurer également la sécurité des personnes, notamment par les branches qui restent suspendues dans le haut pied des arbres. On a vu, vous travaillez très vite, c'est assez impressionnant. Votre prochaine mission, vous allez poursuivre peut-être boulevard Exelmans. Vous disiez qu'il y avait une cinquantaine d'arbres tombés. C'est un des grands boulevards parisiens. C'est un des grands boulevards parisiens, oui, un axe rouge, un axe majeur. Il y a une cinquantaine d'arbres de tombés et on va essayer. Pour l'instant, la circulation circule, mais fait du slalom entre les hauts pieds des arbres. Donc on va essayer de rendre une circulation plus fine, notamment justement pour préparer la matinée de demain. Merci beaucoup, on vous laisse travailler. Bon courage pour les prochaines heures et pour la nuit. Vous le voyez, effectivement, des équipes qui sont d'ores et déjà à pied d'heure, et toute la nuit, les opérations vont se poursuivre. Ici même, dans la capitale, ça a été très bref, mais extrêmement violent, et sans doute plus d'une cinquantaine d'arbres qui sont tombés sur la chaussée ce soir. Merci Jérémy, plus d'une cinquantaine d'arbres, les agents qui vont avoir beaucoup de boulot d'ici demain matin pour essayer de remettre en état ces routes et permettre la circulation, le retour au travail demain et le retour à une vie normale. Dégâts très impressionnants, et c'est ce qui revient dans tous les témoignages ce soir. L'épisode a certes été court, mais il a été extrêmement intense, et beaucoup de Français, de Françaises, que ce soit à Paris ou ailleurs, nous disent qu'on n'a pas le souvenir d'avoir connu un épisode aussi intense. Oui, on fait appel à la avec mémoire. Beaucoup de références. Oui, bien sûr, à à 99, parce que de mémoire d'hommes et de cette génération qui a vécu cette tempête, ce sont les images. On a là sur des images de pylônes broyés qui rappellent effectivement les dégâts de ces tempêtes ou de phénomènes tourbillonnants. Et là effectivement, c'est normal. Et pareil, cet épisode-là fera date et sera rappelé sur les épisodes futurs.
Et c'est ce qui nous permet de progresser, c'est ce qui nous permet de mettre en place des doctrines qui permettent de protéger les habitations, de protéger les infrastructures, de protéger les vies. Et je l'espère malheureusement que ce sont ces épisodes malheureux qui permettront demain aux personnes d'être beaucoup plus vigilantes. Et déjà ce soir, en voyant ces images, mais de se mettre à l'abri et d'éviter des imprudences aujourd'hui, dans les prochaines heures, dans le nord de la France, avec ces intempéries qui continuent encore. Ces intempéries qui continuent, qui se déplacent vers le Nord-Pas-de-Calais, vers l'est du pays. Pas de répit avant 3 h du matin, donc extrême vigilance sur ces zones-là. Et puis sur tous les départements où la tempête est passée, puisqu'on le répète ce soir, le risque n'est pas écarté, les arbres ont été fragilisés. Donc attention à ces chutes d'arbres qui ont causé ce soir la mort de 2 personnes, un homme en Mayenne et un garçon de 12 ans. Anthony, on avait Olivier Richefou, tout à l'heure président du conseil de Mayenne, qui nous disait que les habitants avaient assisté à une mini-tornade à Genêt-Saint-Yves. Il y avait un risque de tornade autour de cet épisode? Alors, effectivement, déjà, mini-tornade, soit il y a une tornade, soit il y a un C'est un terme que les météorologues n'aiment pas beaucoup. Voilà, c'est un terme, scientifiquement, ça n'existe pas, mais en tout cas, ce qui existe peut-être, c'est le risque de tornade, puisque nous avons vu des supercellules, donc en fait, ce sont des énormes orages qui ont acquis la capacité de tournoyer. Et ces orages particuliers, donc on a mesuré à plusieurs endroits de France, notamment à Rouen, peuvent donner des tornades. Donc potentiellement, effectivement, cette commune a pu être touchée par un phénomène tourbillonnaire. Il va falloir attendre quelques heures pour pouvoir bien confirmer qu'une tornade a eu lieu. Mais en tout cas, le risque est là, notamment lorsque on a des vigilances orange aux orages et de très fortes chaleurs qui peuvent donner, ce sont les ingrédients, ces supercellules génératrices de tornades. Ces fortes chaleurs qui ont provoqué la puissance de ces orages, avec des dégâts que nous sommes en train de constater, que nous sommes en train de découvrir sur ces images en direct des rues de Paris, surtout ces vidéos témoins que vous continuez de nous envoyer, qui sont très nombreuses ce soir. Ces chutes d'arbres extrêmement importantes qui sont la conséquence de rafales de vent très puissantes qui ont été recensées. Oui, alors on a recensé effectivement à Paris près de 100 km/h, à Issy-les-Moulineaux 103, 120 km/h en Seine-et-Marne. Alors forcément, ce sont des rafales très brèves, mais les arbres, on est en plein été, donc il y a énormément de feuilles sur ces arbres, et donc ça génère une exposition importante. Forcément, avec des rafales très brèves à 120 km/h, parfois même jusqu'à 140 par endroit, eh bien, le branchage ne résiste pas et donc tombe sur le sol, sur les routes, sur parfois malheureusement les personnes. Malheureusement, c'est ce qu'on a observé encore ce soir. Avec des perturbations aussi sur les transports, sur les réseaux ferrés. Alors on sait qu'il y avait des circulations de trains qui avaient été suspendues, notamment en Normandie. Là aussi, les réseaux ferrés sont extrêmement sensibles face à ce genre de phénomène. Très sensible, et la SNCF a appris, et c'est une excellente chose. Toujours pareil, des chutes d'arbres devant un train, des affaissements de chaussées, enfin en tout cas sous les rails, qui vont fragiliser justement la voie ferrée. Moi je suis très satisfait de voir qu'aujourd'hui des grandes organisations, des grandes entreprises comme la SNCF font le choix d'arrêter la circulation pour protéger leurs voyageurs. On n'est plus dans une logique, j'allais dire, économique, en disant il faut absolument que les trains circulent. Ils ont appris qu'à partir du moment où un train est bloqué sur une voie, eh bien c'est plusieurs centaines de voyageurs qui sont bloqués, et les opérations de secours sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre dans ces cas-là. Donc aujourd'hui, leur posture est celle qu'il faut avoir. On a une vigilance orange, c'est dangereux, et bien on ne prend pas de risque, les trains ne partent pas. Certains voyageurs peuvent râler en disant c'est pas normal, le train n'est pas parti, mais si ces mêmes voyageurs étaient dans un train qui restait bloqué sur les voies, c'est encore plus en colère. Voilà, l'anticipation de ce genre de phénomène, l'anticipation aussi des pompiers en amont. Les pompiers, bien sûr, les pompiers, mais également les préfectures qui ont activé, et tout à l'heure Alexandre Joissard le disait très bien, le colonel Alexandre Joissard de la sécurité civile, c'est tout un dispositif qui est mobilisé. Le centre opérationnel de gestion interministérielle de crise, en relation avec les centres opérationnels des zones de défense et de sécurité, qui elles-mêmes sont en relation avec les centres opérationnels départementaux, qui sont pilotés par les préfets. Les services de secours mobilisés, mais également les maires qui ont activé leur plan communal de sauvegarde et qui, à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'une intercommunalité, vont eux également mettre en œuvre un certain nombre de moyens humains, matériels, pour répondre aux urgences en complément de ce que peut apporter
ce que peuvent apporter les services de secours. Et on voit les pompiers qui sont en action, qui vont avoir beaucoup de travail cette nuit pour essayer de déblayer les routes, en tout cas de déblayer les principaux axes. On voit qu'ils sont en train de sécuriser la zone pour éviter qu'il y ait des curieux qui s'approchent parce qu'il y a un potentiel danger. C'est ça, ils établissent ce qu'on appelle un périmètre de sécurité de façon à empêcher les gens de s'approcher. On peut regarder de loin et puis en plus là on voit qu'ils sont en train de tronçonner, donc ce sont des opérations qui sont techniques, qui potentiellement peuvent être dangereuses. S'ils portent cette tenue avec un casque, c'est pas juste pour faire joli, c'est bien parce que ce sont des opérations qui sont dangereuses. Ils travaillent en toute sécurité, ils doivent s'assurer que les gens autour d'eux ne sont pas en danger. Ça va mettre du temps pour tout remettre en état, pour déblayer ces routes, pour permettre à la circulation de reprendre, pour faire le bilan aussi des dégâts. Et c'est véritablement seulement demain matin qu'on pourra mesurer l'ampleur des dommages qui ont été causés par ces intempéries. On a déjà un bilan ce soir, bilan provisoire. On espère qu'il n'évoluera pas évidemment dans les prochaines heures. 2 personnes qui sont décédées. Je rappelle dans quelles circonstances. En Mayenne, un homme qui circulait en quad, il a été tué en début de soirée par la chute d'un arbre sur une route. Et puis vers 20h, dans le Tarn-et-Garonne, au niveau de Piquecos, un jeune garçon de 12 ans a été tué par la chute d'un arbre dans un cours d'eau alors qu'il quittait les lieux en famille à cause des orages, surpris là aussi par ces orages, avec ce premier réflexe qui est bon, qui est de fuir quand on se retrouve face à un épisode orageux aussi intense, d'aller se mettre à l'abri. Oui, toujours, et évidemment anticiper autant que faire se peut au moment où on va sortir, où on va avoir une activité, anticiper ce qui pourrait se produire. C'est aussi pour ça que les vigilances sont pas à nées. mettre des commentaires. C'est pour permettre aux populations, aux familles, aux collectivités, aux entreprises de s'organiser. Et s'organiser, c'est prévoir. On a entendu des critiques du gouvernement quand on parlait de kit d'urgence, de kit de survie. C'est important de pouvoir avoir et de disposer rapidement, à portée de main, à la sortie de sa maison ou dans sa voiture, de quoi s'abriter, de quoi se nourrir, de quoi avoir un peu d'eau, de quoi se signaler. Vous savez, quand vous êtes bloqué parfois, vous avez besoin, on ne sait pas que vous êtes là, on ne vous entend pas. Donc dans ce kit de survie, on conseille d'avoir un sifflet, par exemple, pouvoir se signaler et dire qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas forcément être entendu. Tout ça, même si on peut critiquer le côté anxiogène de ces recommandations, elles sont aussi là pour qu'au moment où on en a besoin, on puisse avoir les bons réflexes, prendre les bonnes décisions. Encore une fois, toujours préserver la vie humaine. Quand on le peut, préserver évidemment les biens, préserver évidemment la vie des animaux. Ces vigilances, elles sont aussi là pour les agriculteurs. À défaut de pouvoir malheureusement échapper à des calamités agricoles sur les champs, qu'on puisse mettre à l'abri les cheptels. On imagine les dégâts que peuvent faire ces grêlons de la taille d'une balle de tennis sur des brebis, sur des caprins, qui sont de petits animaux. La protection des animaux, bien évidemment, des cheptels. Les dégâts aussi sur les cultures, ça on pourra les constater demain. Et effectivement, on a y pensé ce soir aussi pour les agriculteurs, puisque les dommages là aussi risquent d'être importants. Ce bilan humain, 2 personnes décédées, un homme en Mayenne, un garçon de 12 ans en Tarn-et-Garonne, 100 000 foyers qui sont actuellement privés d'électricité, des dizaines et des dizaines de chutes d'arbres un peu partout en France, avec cette vigilance orange aux orages qui a concerné 57 départements au plus fort de l'événement. C'est une alerte inédite depuis 3 ans. Épisode exceptionnel. Anthony, quelles sont les régions où ces orages ont été les plus intenses? Alors globalement, en fait, localement par endroit, à peu près tous les départements qui sont concernés par la vigilance, mais on peut retenir déjà le sud-ouest, avec notamment le Tarn-et-Garonne, mais aussi les Landes, plus tôt dans l'après-midi, avec de très gros grêlons, parfois jusqu'à 6 cm. Plus récemment, donc, évidemment, l'Île-de-France, qui est concernée par des dégâts assez importants, il faut le noter. Et puis peut-être, malheureusement on ne peut pas encore le dire, les régions des Hauts-de-France et du Grand Est qui vont connaître dans les très prochaines heures les orages et qui là aussi pourraient avoir de très gros dégâts qu'on découvrira donc demain matin. Prudence dans les Hauts-de-France, prudence dans le Grand Est où cet épisode, ces orages ne font qu'arriver. On fera un point sur la situation concernant ces 2 régions dans un instant. Laura Combo, on vous retrouve avant dans les rues de Paris où on est en train de mesurer l'étendue des dégâts ce soir.
Oui, tout à fait, hein, et ces dégâts, ils sont assez importants. Vous les voyez sur ces images de Jules Bedeau. Regardez, il y a eu vers 21h des rafales de vent très importantes, supérieures à 100 km/h. Et ces rafales, eh bien, la conséquence, c'est qu'elles ont arraché de nombreux arbres dans la capitale. C'est notamment le cas dans le 15e arrondissement d'où nous nous trouvons. Vous le voyez, il y a des arbres qui ont bloqué l'accès à cette rue. La circulation a été bloquée pendant un moment. Et puis, il y a des câbles électriques qui ont également été arrachés ici. On peut parler également des dégâts des commerces, hein, puisque les Parisiens étaient très nombreux en terrasse. Aujourd'hui, il a fait très chaud, autour de 36 degrés. Les Parisiens qui étaient dans des restaurants, certains nous ont raconté que tout d'un coup, toute la vaisselle, tous les parasols, etc., se sont complètement envolés. On peut également parler des fortes pluies, hein, puisqu'autour de 21h, eh bien, il y a eu des pluies très importantes qui sont tombées. Nous avons vu plusieurs Parisiens, plusieurs habitants de ces arrondissements, eh bien, prendre des bâtons de bois pour tenter tout simplement de déboucher les égouts. Il faut également parler des ambulanciers que nous avons croisés, des ambulanciers qui nous ont dit être complètement débordés, qu'il fallait aller aider de nombreux clients, de nombreuses personnes qui sortaient des hôpitaux notamment et qui se sont retrouvés coincés à bord de leur voiture, coincés à cause, encore une fois, de toutes ces feuilles, de tous ces branchages d'arbres qui sont tombés à cause de ces rafales de vent très importantes. Et puis on peut parler des températures qui sont tombées de façon spectaculaire. On était à 36 degrés, je vous le disais. Nous sommes autour de 20 degrés actuellement. Nous avons perdu plus d'une dizaine de degrés en seulement quelques minutes. Le choc thermique, et c'est aussi ce qui explique la puissance de ces orages ce soir. Plus les températures sont élevées, plus les orages sont violents. Merci Laura Cambo. Et avec ces températures élevées, ces températures caniculaires, Laura le racontait, l'orage est arrivé à un moment où beaucoup de Français, beaucoup de Françaises, et là en l'occurrence à Paris, pas beaucoup étaient en terrasse, parce qu'avec la chaleur, essayer de prendre un peu l'air et sortir des appartements étouffants. Et c'est là que l'orage est arrivé. Et c'est aussi le moment où il y a des risques, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément chez soi, on est en terrasse, donc on est aussi plus vulnérable. Oui, complètement, sachant que tout au long de la journée, en suivant la situation, les prévisions météorologiques se sont affinées et on a eu des indications sur les périodes estimées où ces orages arriveraient. Donc là encore, on doit adapter aussi son comportement et donc là encore je souligne évidemment la solidarité des commerçants, des restaurateurs qui à ce moment-là ont évidemment permis à leurs clients et aux passants de se réfugier chez eux pour éviter de subir des blessures. Je regardais les relevés météorologiques là sur la ville de Vichy, on a perdu 20 degrés, on est passé de 40 à 20 de 40 à pratiquement 20 degrés. C'est impressionnant de voir un peu ces... Mais bon, visiblement, ça va remonter en fin de semaine. Voilà. Mais c'est dire à la fois l'intensité de la chaleur qu'on a connue, la chute de température avec ce front orageux, et évidemment ce que ça a entraîné à Vichy, on a eu des pointes à 90 km/h de vitesse de vent. Donc les métropoles ont été extrêmement impactées par cet épisode aujourd'hui. Je voyais sur ces images, Ludovic Pingano, des automobilistes qui sont en train de reprendre leur voiture pour évacuer les lieux, alors même que les rues sont encore inondées. Est-ce que c'est quelque chose à faire? Est-ce qu'il faut attendre que l'eau soit entièrement évacuée, ou là il n'y a plus de risque à ce moment-là? À partir du moment où la rue est inondée, moi je ne conseille pas de l'emprunter. On ne voit pas ce qu'il y a dans l'eau, donc à partir de là, c'est forcément dangereux. Il y a peut-être d'ailleurs dans l'eau des arbres. Tout à l'heure même, je voyais les piétons sur le trottoir circuler comme ça les pieds dans l'eau. Voilà, on ne sait pas, on peut très bien avoir une bouche d'égout qui s'est soulevée avec la force de l'eau et on ne le voit pas, et c'est comme ça qu'on se blesse. Alors au mieux ce serait une entorse, et dans d'autres cas ça peut être beaucoup plus grave. Donc une fois de plus, répétons-le, restez chez vous, restez tranquille. Vous parliez des égouts, mais c'est typiquement la difficulté qu'on a à Paris et dans toutes les grandes métropoles, c'est qu'on a un système d'égouts qui n'est pas suffisamment important pour pouvoir absorber une quantité d'eau aussi massive. Toutes les villes aujourd'hui sont impactées par ces montées subites. On n'a pas dimensionné les évacuations pour pouvoir résister à des épisodes qui, je le rappelle, pluvieux, vont être de plus en plus importants. Donc c'est très important aujourd'hui. Même si ça fait râler les travaux dans les différentes villes, on le voit, même à Paris, il y a quand même eu des sujets de discorde sur la quantité de travaux. Chacun de ces travaux va permettre aussi derrière aux générations futures de pouvoir passer au travers de ce type d'événements.
Alors, c'est sûr qu'au moment où on les fait, Sarah pour les commerçants et puis pour la ville qui est éventrée, je le vis dans ma propre ville, hein, à Vernon. Et il faut aussi imaginer, hein, on parle beaucoup de ces arbres qui sont tombés. Il n'y a pas de séquoia en France, on en a quelques-uns, mais on peut pas demander à planter des arbres aussi grands, des arbres d'aliments aussi grands, mais ces arbres aussi sont très importants pour la fraîcheur, pour la canicule. On sort d'un épisode caniculaire où on vantait leur mérite. Avec ces îlots urbains, on a besoin de cette air. Ils se transforment en piège, ils se transforment en danger malheureusement quand on a des épisodes aussi violents. Et ça reste un danger encore à cette heure, même si la tempête est passée, ces arbres sont fragilisés, donc prudence. Si vous sortez de chez vous, soyez vigilants au sol, mais comme je le disais tout à l'heure, Ludovic Pingano, regardez aussi vers le ciel, regardez aussi ces arbres qui potentiellement peuvent chuter, ou peut-être des branches également qui peuvent tomber. Jérémy Brossard, justement, on vous retrouve dans les rues de Paris, on voit ces images en direct où les pompiers sont à l'œuvre pour essayer de déblayer la route. La nuit s'annonce longue pour les pompiers. Ah oui, ça va être extrêmement long parce que le spectacle est triste à voir. Hein. Regardez ces images de Sébastien Rioux, des arbres, des troncs énormes, déchirés tout simplement. Ici nous sommes boulevard Exelmans, hein, c'est-à-dire dans le 16e arrondissement de Paris, et où que l'on regarde, eh bien on a à terre plus que des branchages, des arbres, des parties d'arbres des deux côtés de la chaussée. Voilà, on a vraiment le sentiment qu'il y a une tempête qui s'est abattue clairement sur Paris. Ça a été très bref, hein, tous les témoins qu'on a rencontrés ce soir nous l'ont dit. Vous voyez effectivement des deux côtés de la rue, là effectivement également un arbre complètement à l'arrêt et des voitures qui essayent de se frayer un chemin parce que les équipes sont à pied d'œuvre. Il y a, vous le disiez Perrine, énormément de travail à faire ce soir. Des voitures qui se retrouvent prisonnières des branches qui sont tombées, et puis des riverains, des gens qui étaient dans le quartier au moment de la tempête et qui ont vécu une soirée assez incroyable. On va aller notamment retrouver les propriétaires de cette voiture. Bonsoir, merci d'être avec nous. Racontez-nous cette soirée. Vous étiez où? Comment ça s'est déroulé pour vous? Avec des amis au Congrès Auteuil. Voilà. Et donc, et puis tout d'un coup, on commençait la soirée, nous avions une conférence. La conférence ne peut plus fonctionner. Des bruits terribles d'orage, comme c'est normal, le tonnerre. Et puis ensuite, alors cette déferlante, c'est une vraie déferlante. Pire qu'un déluge. Qui s'ouvre brutalement. À je ne sais combien de centaines de kilomètres à l'heure, quoi. Oui. Vous comprenez? Vous avez eu peur? Oh ben c'est très impressionnant. Très très impressionnant. Voilà. Racontez-nous, vous étiez garé ici même. Est-ce que vous avez... alors venez vers nous, madame. Votre voiture était ici et vous avez réussi à la déplacer? J'ai contribué à casser quelques branches parce qu'en fait la voiture était retenue. Elle était prisonnière de la très grande branche qu'on voit devant qui était tombée dessus et d'autres qui la maintenaient en fait dans une forme de sarcophage en quelque sorte. Et il fallait l'extirper, mais bon, a priori il s'en sort bien, mais encore faudra-t-il vérifier les dommages qui auront pu être créés. Mais c'est par rapport à la violence des éléments et des voitures. On a une jeune femme qui était avec nous là devant. Sa voiture est emprisonnée. On ne peut pas l'enlever. La branche est beaucoup trop lourde, massive, pour qu'on puisse, en œuvrant avec nos petits bras d'humains, la désincarcérer. J'ai jamais vu à Paris. Non, jamais. En 40 ans, et pour avoir vu les grandes forces de début des années 2000 qui s'étaient abattues, jamais, avec autant de concentration, et on ne voyait, encore une fois, on ne voyait rien à l'extérieur. Et ce qui est impressionnant, c'est que la fenêtre, la planche a été cassée, elle a été pulvérisée, poussée à l'intérieur. Merci beaucoup pour votre... Merci pour votre témoignage, vous voyez. En tout cas, c'est deux Parisiens qui ont eu de la chance parce que leur voiture n'a pas été écrasée par les arbres. Mais en tout cas, sur ce boulevard Exelmans, effectivement, voyez sur ces images de Sébastien Rioux, un spectacle de désolation à l'heure qu'il est après le déluge, l'orage qui s'est abattu sur la capitale. Merci Jérémy. Et on l'entend à travers tous les témoignages. Et un moment qui évidemment est extrêmement attendu, et notamment
Qui nous disait, alors lui il était à Boulogne-Billancourt, il nous disait mais moi j'ai jamais connu ça, et dans longtemps encore une fois ce monsieur qui me dit c'est du jamais vu à Paris. Oui, effectivement on a de mémoire, et c'est un peu l'objectif de nos exercices et les travaux qu'on mène pour pouvoir faire ces exercices, c'est d'arriver aussi à réactiver la mémoire. On met des repères de crue. Alors pour le vent c'est plus compliqué, les repères de crue ils sont aussi là pour ça, pour que les gens se souviennent qu'à cet endroit l'eau est montée. Il faudrait peut-être inventer autre chose pour se souvenir, voilà, des vitesses de vent qui ont été mesurées, qu'on transmette aussi cette mémoire aux enfants, qu'ils soient conscients des dangers, qu'ils soient conscients aussi des dispositifs, des choses à mettre en œuvre. Là, on ne parle pas des grues, mais on a eu aussi des épisodes dramatiques à cause de grues qui se sont pliées sur des habitations ou sur des écoles. C'est aussi important que l'on apprenne sur des dangers temporaires. Une grue, c'est pas là toute une vie. Ça peut être un danger temporaire sur lequel on doit préparer les habitations, préparer les voisinages, préparer l'entourage de ces dispositifs temporaires qui peuvent devenir des dangers pour les populations qui habitent à proximité. Et on a encore une fois une déferlante d'images témoins qui nous parviennent, et on découvre aussi avec toutes vos images l'étendue des dégâts ce soir et la violence de ce phénomène à travers vos vidéos, à travers votre récit, à travers vos témoignages. Donc continuez, n'hésitez pas à nous envoyer, à nous partager toutes vos vidéos, et on vous remercie pour cela. Laura Cambeau, on vous retrouve vous aussi dans les rues de Paris. On entendait cette dame dire c'était pire qu'un déluge. Son mari racontait, moi j'avais jamais connu ça. Que vous disent les Parisiens et Parisiennes que vous rencontrez ce soir? Eh bien, ils nous racontent, ces Parisiennes et ces Parisiens, qu'ils ont été très surpris par la rapidité de cet épisode. Et on va en parler justement avec Arnaud. Racontez-nous, Arnaud, on se retrouve là au milieu d'une rue pleine de branches, c'est assez étonnant. Racontez-nous, est-ce que vous étiez, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi j'étais avec une amie qui habite juste là, mais on se baladait dans la rue. Ah oui, on se baladait dans la rue en fait, et vraiment, juste, on marchait et tout pour se balader au bord de la Seine, faire un petit pique-nique et tout. Et en fait, on hésitait à rentrer ou à aller sur la Seine. Et on s'est dit, bon allez, on va passer sur la Seine 5 minutes. Et là, d'un coup, on s'est pris un orage monumental. Et du coup, on a dû courir. Et quand on courait, en fait, on voyait pas devant nous parce qu'on se prenait les gouttes d'eau dans la tête et tout ça. J'ai remarqué, il y a eu des rafales de vent très importantes, au-dessus de 100 km/h. Vous êtes tout pour... Ouais, c'est ça. Et nous, on l'a bien ressenti dans la tête, avec les gouttes d'eau et tout, on voyait plus rien. Et on était pas mal, du coup, à s'être abrité sous un pont. Et du coup, on est resté là le temps que ça se calme et tout. Mais comme ça se calmait pas, on est rentré directement ici. Ici, vous avez constaté l'étendue des dégâts sur cette rue, c'est assez impressionnant. En fait, on avait vu des petites branches qui étaient tombées partout dans les rues. Et quand on arrive devant chez nous, on se rend compte qu'il y a une branche vraiment énorme, presque la plus grande de l'arbre qui est tombée. Et en fait, c'était devant notre porte. Du coup, galère de rentrer. Et en plus, ça a tapé sur un petit câble, comme vous avez pu voir. Donc on a eu peur de ne plus avoir d'électricité. Et en fait, ça va, il y avait encore de l'électricité. Du coup, ça, on a pu quand même faire la soirée tranquillement. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, oui, c'était vraiment super impressionnant. Hein. C'est, je pense, la pluie la plus forte que j'ai vue, que je me souvienne en tout cas. Merci beaucoup pour votre témoignage, Arnaud. Et comme on vous le disait, les Parisiennes et les Parisiens qui ont été très surpris, nous avons vu de nombreux actes de solidarité. C'est le cas d'un voisin qui est actuellement en train de pousser toutes ces branches d'arbres pour permettre aux Parisiens de se déplacer. On a également vu des personnes qui ont débouché à l'aide de simples bâtons, débouchent d'égouts. Et puis nous avons vu enfin ces ambulanciers qui étaient absolument submergés sous le travail. Ils devaient aller aider toutes les personnes qui se sont retrouvées coincées, soit entre des flaques d'eau, soit derrière toutes ces branches. Merci Laura. Il y a deux choses qui nous frappent ce soir, Anthony, à travers tous ces témoignages. Un, c'est la soudaineté de cet événement. Il y a beaucoup de gens qui nous disent à quel point ils ont été surpris par l'arrivée de ces orages. Et puis l'intensité, je rebondis sur cette dame, cette Parisienne qu'on entendait tout à l'heure, qui nous disait, voilà, c'était une déferlante, c'était pire qu'un déluge. C'est vrai qu'on a eu des rafales de vent qui étaient très puissantes. Oui, alors on entend depuis maintenant plusieurs heures des comparatifs avec les tempêtes de 99, Martin et Lothar. Alors par endroits c'est un petit peu exagéré, mais pour d'autres endroits on s'approche, voire même on dépasse ce que l'on avait enregistré lors des tempêtes de 99.
Par exemple, dans l'Oise, c'est là qu'on a enregistré la fameuse rafale que Météo France a communiquée, 140 km/h ce soir. Dans l'Oise, lors de la tempête Lothar en 1999, le vent avait soufflé à 137 km/h. Donc on voit que cette rafale a été plus puissante que le vent qui a soufflé en 99. Donc ça montre bien. Ce n'est pas qu'un ressenti. Le problème des rafales, c'est que c'est très brutal, ça vient par pic. Et donc effectivement, ça peut surprendre les habitants dans leurs activités quotidiennes. On a des images aussi à l'instant en direct de Lille, puisque cette perturbation est en train de progresser vers les Hauts-de-France et vers l'Est. C'est là véritablement qu'elle est en train de taper en ce moment, avec une activité orageuse là aussi intense. Oui, alors en ce moment c'est sur l'île, dans quelques heures ça arrivera sur le Grand Est, avec donc une activité électrique importante, puisqu'on a mesuré ce soir, depuis maintenant minuit jusqu'à ce soir 23h59, 40 000 impacts de foudre sur l'ensemble du territoire. Alors on a d'ailleurs justement une animation pour vous montrer en temps réel ces impacts de foudre sur notre territoire. Donc voici ici la carte et vous allez avoir, regardez, donc là on voit tous ces points, ce sont les impacts de foudre qui sont relevés et donc là vous les voyez progresser en ce moment même vers le nord du pays et vous voyez d'ailleurs cette énorme tache rose-violette, ça ce sont les précipitations que vous voyez de l'autre côté de l'écran et donc on est bien en ce moment avec des orages très puissants qui concernent le nord, le Pas-de-Calais et qui, vous le voyez, arrivent au niveau des Vosges, mais aussi des Ardennes. Et en termes de précipitations, on est à quel niveau? Alors, en termes de précipitations, ça va dépendre beaucoup des endroits, mais localement, on a atteint 50 litres d'eau par mètre carré en quelques minutes. À Paris, on n'a pas encore la valeur, mais ce sera sans doute très important. Kevin Fleury notamment, il reviendra demain. Mais en tout cas, 50 litres d'eau par mètre carré, c'est 50 bouteilles d'eau qui sont déversées en même temps, en très peu de temps. Et donc évidemment, le sol ne peut pas absorber une telle quantité d'eau, pas même d'ailleurs que les systèmes d'évacuation. C'est donc pour ça qu'on assiste à ces inondations de rues très soudaine dans la capitale. On a un cocktail qui est destructeur, on trouve à la fois des précipitations intenses, des rafales de vent puissantes, une activité électrique aussi très importante et de la grêle aussi par endroits avec des grêlons de 6 cm de diamètre. Là aussi on a des grêlons qui ont pu causer des dégâts conséquents. Bonsoir Antoine Besse, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes chasseur d'orages, vous les traquez, vous ces orages notamment dans l'Allier. Racontez-nous un peu la situation, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez constaté? Oui, effectivement, j'étais dans l'Allier du côté de Toul exactement, et un orage qui est venu du sud-ouest, donc qui a parcouru quand même plusieurs dizaines, voire même centaines de kilomètres, s'est intensifié à nouveau en arrivant dans l'Allier, et de très fortes rafales de vent et de très fortes chutes de grêle ont été recensées sur cet orage-là. Et la circulation est actuellement délicate. J'ai mis beaucoup de temps à sortir du village. En voulant revenir constater les dégâts, je n'ai pas forcément pu le faire car les forces de l'ordre ont bloqué les routes afin de faciliter les interventions des pompiers. Donc de très fortes rafales de vent, surtout sous ces orages, comme vous le dites. Et c'était assez soudain et les gens ont été surpris par la violence du phénomène. Habitué à traquer ces orages, comment vous qualifiez l'intensité de ce phénomène? Quand même assez puissant tout de même. Là, il faut savoir que les stations météorologiques dans l'Allier, dans le réseau de stations de l'Allier, a relevé une rafale à 135 km/h sous le système orageux. Donc des valeurs qui suffisent amplement à occasionner le genre de dégâts qui ont été provoqués. On entend ce soir beaucoup de témoins nous dire on n'avait jamais connu ça, ou faire référence à la tempête de 99. Ça fait partie, vous, des orages les plus puissants que vous ayez observés? Et ce sont des images qu'on voit à l'antenne. Tout à fait. J'en ai observé des puissants.
en fait partie. De là à dire que c'est le plus puissant, peut-être pas, parce que à force de les traquer et d'aller les chercher, j'ai forcément assisté à des événements puissants, que ce soit au niveau du vent sous orage ou également de la crème. Mais ça reste tout de même une dégradation d'ampleur qui a été en plus de ça assez étendue à l'ensemble du territoire français. Donc ça n'arrive qu'une poignée de fois par an et ça fait clairement partie des dégradations les plus importantes sur l'île. Ouais, merci beaucoup Antoine Besse pour votre témoignage. Merci aussi de nous avoir transmis vos images. On a quantité d'images, hein, je le dis, je le répète ce soir, mais c'est vrai qu'on a rarement reçu autant d'images témoins de votre part. Donc ça traduit aussi l'intensité de cet épisode. Cet épisode qui a concerné au plus fort 57 départements qui étaient en vigilance orange, orage, une alerte inédite depuis 3 ans. Alors regardez dans les métros aussi de la capitale, les inondations, là aussi ce sont des lieux qui sont toujours très, très sensibles à ces intempéries. Oui, c'est la RATP le sait, hein. D'ailleurs il y a des dispositifs de prévu en cas d'inondation pour justement mettre à l'abri certaines de ces stations. Mais on voit là encore la brutalité de l'événement.